Bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours pour programmeurs en Java, intitulé « Construction de programmation ». Alors, tout de suite, le menu. Tout à fait au début, donc, on va voir les constructions de contrôle. On va enchaîner avec la déclaration de classe ainsi des méthodes et des attributs. Et puis, les règles de visibilité. Alors, durant cette leçon, on va voir un petit peu comment construire un programme. On va voir certaines règles de conditions, de bouclage et ainsi de suite. Et on va voir quelques règles de visibilité pour voir un petit peu les variables. Seront-elles visibles, par exemple, au niveau de certaines procédures ou d'autres procédures et ainsi de suite. Alors, construction de contrôle. Alors, les constructions de contrôle, ce sont les blocs d'instruction. Parce que maintenant, lorsque vous voulez commencer un programme, il faut absolument que ce programme puisse générer des blocs d'instruction. C'est-à-dire que vous devez écrire des applications sous forme de blocs d'instruction. Et ces blocs d'instruction seront délimités par une accolade ouverte et une accolade fermée, qui veulent dire début et fin, bien sûr, de la procédure. Alors, on va voir les if et else, c'est-à-dire que les instructions conditionnelles. On va faire des tests, par exemple. Si une case mémoire contient une certaine valeur, elle fera, par exemple, telle ou telle instruction. Sinon, elle en fera une autre, et ainsi de suite. On va voir le switch. Le switch, c'est le choix. Lorsque vous avez une multitude de choix, au lieu de travailler avec plusieurs if, vous les remplacerez par un switch et vous allez avoir une forme beaucoup plus adéquate avec votre programmation. While et do. And do while, donc ça c'est une autre méthode, c'est une boucle si vous voulez. Donc si vous voulez par exemple exécuter une boucle, vous avez plusieurs manières de le faire, ou bien avec le while et le do while, ou bien avec le for, et ça on va le voir beaucoup plus en détail un petit peu plus loin. Alors les blocs d'instruction. Un bloc d'instruction est une séquence d'instructions qui se termine par un point-virgule, c'est-à-dire elle est comprise entre accolades, c'est-à-dire entre une accolade et une deuxième accolade, vous avez une série d'instructions qui sont séparées, bien sûr, par des points-virgules. Alors, le début d'accolade, c'est comme si vous mettez, par exemple, begin, and le fin, c'est le end, si vous voulez, que si on fait une comparaison avec le Pascal, par exemple. Alors, dans la plupart des cas, où un bloc d'instruction est requis par la syntaxe, il peut être remplacé par une seule instruction non comprise entre accolades. Et là, on peut le faire, parce qu'en principe, on peut regrouper un bloc d'instruction par une seule instruction, mais à ce moment-là, elle ne sera pas prise entre les accolades. Alors, if et else. Alors, le if et le else, cette fois-ci, c'est que lorsque vous avez une condition, vous voulez tester par exemple, si nous avons une case mémoire, nous voulons tester le contenu de la case mémoire. Si le contenu répond à une certaine condition, donc on va faire une liste d'instructions, sinon on va faire une autre liste d'instructions. Alors, telle est la principale construction conditionnelle. Donc, if, la condition, et else, si la condition n'est pas remplie. Alors, tout ce qui est après le if, si la condition est remplie, tout ce qui est après le else, si la condition n'est pas remplie. Alors, la syntaxe. If, expression booléenne, bloc d'instruction, c'est-à-dire instruction booléenne. Ça veut dire que maintenant, si par exemple, vous faites un test sur une case mémoire, donc if A est égal à 0, alors, ou bien A sera égal à 0, ou bien A ne sera pas égal à 0. Donc, c'est une instruction booléenne. Donc, l'instruction de retour, elle sera booléenne. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Si c'est vrai, on va faire une liste d'instructions. C'est un bloc d'instructions. Et lorsque je dis bloc d'instructions, ça peut être une seule instruction ou plusieurs instructions. Alors maintenant, else, si jamais l'instruction n'est pas remplie ou la condition n'est pas remplie,
D'accord? Alors le retour est false par exemple. Ben à ce moment-là, il y a un bloc d'instructions aussi à exécuter. Alors maintenant, toujours est-il au niveau d'un programme, vous pouvez vous passer du else si vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que on peut écrire une condition, if une condition, on a un bloc d'instructions. Mais le else, on n'a pas de réponse pour le else. Donc on peut maintenant le sauter et ne pas le faire. Donc on peut avoir un if sans else. C'est très important. Alors maintenant, le else, on le met dans le cas où, dans la condition contraire, il y a un bloc d'instructions aussi à exécuter. On ajoute le else pour pouvoir, bien sûr, travailler. Alors, le switch, ou la commande switch, elle permet des choix multiples. Alors, effectivement, si par exemple vous avez des choix multiples, vous voulez tester par exemple si la valeur de A est égale à 1, on va faire un bloc d'instructions. Si la valeur de A est égale à 2, on va faire autre chose. Si la valeur de A est égale à 3, on va faire autre chose, et ainsi de suite. On peut le faire avec des if. D'accord? Mais le problème qui se pose, c'est que si on le fait avec des if, on va répéter les if autant de fois que la condition est remplie. C'est-à-dire, if A est égal à 1, then, à ce moment-là, on va faire un bloc d'instructions. If B est égal à A est égal à 2, et ainsi de suite. If. Alors maintenant, pour remplacer tout ça, on peut le remplacer par la commande switch qui va nous permettre, bien sûr, de regrouper tous ces éléments-là. Alors, bien plus pratique qu'une série de if et else, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors la syntaxe, switch l'expression, automatiquement vous allez avoir un bloc d'instructions. Et tout à fait à la fin de la leçon, nous allons voir un exercice où vous allez voir beaucoup plus clair comment on introduit la syntaxe switch au niveau de votre programme. Alors, voilà comment on utilise la syntaxe switch. Alors, switch l'expression, c'est-à-dire que, par exemple, switch avec une expression A. Si A, case A, par exemple, est égal à une séquence est égal à quelque chose, une séquence d'instructions. C'est-à-dire que, on va écrire switch avec un A et sa déclaration integer, par exemple. Case A est égal à 1, une séquence d'instructions. Alors maintenant, si vous voulez arrêter, bien sûr, ces séquences d'instructions, vous pouvez les mettre avec un break. Alors, le break, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, c'est comme un end de l'instruction. Alors, case maintenant, A est égal à 2, et ainsi de suite. Alors, tout à fait à la fin, si par exemple, vous avez A est égal à 1, 2 et 3, alors maintenant, si le A ne répond ni à 1, ni à 2, ni à 3, c'est-à-dire que s'il sort maintenant de cette boucle-là, default, on aura aussi une liste d'instructions. Mais tout ça, vous le verrez plus tard, lorsqu'on va commencer à programmer correctement, vous allez voir la différence qu'il y a entre le switch, le case, le break, le default, et ainsi de suite. Alors, switch, break, l'exécution du code d'un switch coule à travers les cases. C'est-à-dire que si le case est vrai, parce que le case, c'est la condition, c'est le test de condition. Si le test de condition est vrai, alors la liste d'instructions qui suit ce case sera bien sûr exécutée et arrêtée par le break. Sinon, on passera au deuxième case pour faire le test. Après, tout à fait à la fin, si jamais ça ne marche pas, tout à fait à la fin, si vous écrivez le default, automatiquement la liste d'instructions qui suit le default va être exécutée. Alors, si on veut éviter que cela se produise, il faut terminer chaque case avec un break. Alors, pour travailler d'une manière très professionnelle, il faut absolument que pour chaque case, écrire une liste d'instructions. Ça peut être une seule instruction ou plusieurs, mais à la fin de ces instructions, il faut insérer, bien sûr, la commande break. While et do while. Alors, while et do while, c'est lorsqu'on a besoin de travailler en boucle. C'est-à-dire que si nous voulons une opération qui se répète, on prend l'exemple, par exemple, d'un tableau. Vous avez déclaré un tableau et vous voulez remplir le tableau. Prenons l'exemple d'un tableau avec 10 cases et vous voulez remplir les 10 cases de ce tableau-là. Alors, pour les remplir, on ne veut pas à chaque fois écrire une commande qui allait nous permettre de remplir le tableau. Il faut bien sûr cette commande l'intégrer au niveau d'une boucle, et une boucle bien sûr qui incrémentera un compteur, et qu'une fois que ce compteur arrive à une certaine valeur, automatiquement il arrêtera cette boucle-là. Alors la boucle, il y a plusieurs manières de travailler avec la boucle. Il y a le while, il y a le do while, et puis il y a le if, on va le voir un petit peu plus tard. Alors while, vous avez le while ici avec une condition. While tant que A, par exemple, est inférieur à 10, ou inférieur ou égal à 10, sachant que A est un compteur. Alors, tant que A est inférieur ou égal à 10, par exemple,
exécuter un bloc d'instructions. C'est-à-dire que, par exemple, lire A et faire ça en boucle, avec bien sûr une incrémentation de A. Et tant que A est inférieur à 10, la boucle tournera jusqu'à ce qu'elle termine le 10, et à ce moment-là, elle sortira de la boucle. Alors maintenant, vous avez le do-while, c'est-à-dire que le do-while, do, le bloc d'instruction, tant que. Alors vous avez deux possibilités. Tant que la condition n'est pas remplie, faire ce bloc d'instruction. Alors maintenant, vous pouvez le faire autrement. Faire ce bloc d'instruction tant que la condition n'est pas remplie. Alors, do, par exemple, lire la valeur de A tant que A est inférieur ou égal à 10. Break et continue. Il est possible de sortir d'une boucle à tout moment en appelant le break. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, si par exemple vous avez une boucle qui est très grande et qui allait perdre beaucoup de temps, vous pouvez utiliser la commande break qui allait automatiquement vous faire sortir de la boucle. Alors, break, quand est-ce qu'on l'utilise? Si par exemple vous avez une boucle, alors une boucle qui cherche par exemple un élément. Dès que l'élément est cherché, qu'il est trouvé, automatiquement il y a le break pour arrêter la boucle, pour ne plus reprendre la boucle. Donc il y a le break pour sortir de la boucle. Exit sub par exemple en visuel basique, c'est l'équivalent. Il est possible de sauter tout de suite à la prochaine itération en employant continue. Alors maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser le break et continue. Alors continue, ça veut dire que vous allez passer directement à l'itération suivante. Et break, c'est pour arrêter votre boucle. Alors, break et continue toujours. Avec des boucles emboîtées ou imbriquées, on peut employer des étiquettes pour en préciser une, bien sûr. Alors maintenant, la boucle for. La boucle for, donc comme je vous ai déjà expliqué au niveau de la boucle while, c'est le même principe. Vous avez une séquence d'instructions, while, condition et une séquence d'instructions. Alors la même chose, on peut le faire avec for. Sauf qu'avec for, maintenant, on économise en écriture. C'est-à-dire que au niveau des arguments de la boucle for, vous mettez les instructions, la condition, l'incrémentation, ce que vous voulez. Alors je peux écrire par exemple for i inférieur à 10, ou la condition par exemple, avec une incrémentation. Donc tout est mentionné au niveau des arguments de la boucle for. Et votre séquence d'instructions. Vous n'avez nul besoin d'écrire ni condition, ni instruction 1, ni instruction 2. Alors là aussi, on va le reprendre. Et on passe maintenant à la déclaration de classe, méthode et attribut. On va voir maintenant, au niveau de cette section, comment on peut déclarer les classes, les méthodes et leurs attributs. Sachant que, comme j'ai déjà expliqué au niveau des leçons précédentes, une classe peut se composer de plusieurs méthodes et chaque méthode a des attributs de réglage pour pouvoir bien sûr la manipuler au niveau de votre programme. Alors, déclaration de la classe, modificateur, classe, nom de la classe. Extends, superclasse. Lorsque vous avez besoin d'utiliser par exemple une superclasse, vous utilisez l'extends. Implements, l'interfaçage 1, interface 2 et ainsi de suite si vous voulez implémenter des interfaces. Et puis vous avez une liste bien sûr de déclarations que vous pouvez faire au niveau d'une classe bien précise. Alors tout ça, on va le voir au niveau du dernier exemple à la fin de cette leçon-là. Alors la déclaration de méthode, vous avez maintenant vos modificateurs, vous avez les types, et là, lorsque vous voulez déclarer une méthode, donc le nom de la méthode, le type, donc tout ça ce sont des arguments à l'intérieur, bien sûr, de la méthode que vous avez, et puis le bloc d'instruction. Alors ça, retenez que vous avez la possibilité de créer une classe, au niveau d'une classe, vous pouvez créer des méthodes, et ainsi de suite. Et pour chaque méthode, vous avez un ensemble, ou un ensemble d'arguments. Alors, les constructions sont des méthodes qui ont un nom identique à celui de la classe et aucun type. C'est ce qu'on appelle une construction. Les modificateurs, alors, il y a le modificateur public, il y a le modificateur protected, il y a les modificateurs private, abstract, statique.
Alors, on va revenir. Alors, pour le public, c'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de créer une classe publique, c'est-à-dire que c'est une classe qui va être à la portée des utilisateurs et qui peuvent éventuellement exploiter et implémenter au niveau de leur programme. Lorsque vous implémentez par exemple une classe avec le label Protected, ça veut dire que c'est une classe qui est protégée et que vous ne pouvez pas utiliser ou vous n'allez pas pouvoir, vous pouvez parfois l'utiliser mais ne pas savoir le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur de cette classe-là. Private, donc c'est une classe qui reste privée. Abstract, c'est une classe par exemple qu'il faut sauter. Statique, c'est-à-dire que vous allez créer une classe dans la classe elle-même ou une méthode dans la classe elle-même. Final, c'est une classe ou méthode qui reste non sautable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la dépasser. Synchronized, alors c'est une étape ou modificateur, c'est pour faire la synchronisation bien sûr entre d'autres classes existantes. Native, c'est-à-dire qu'elle dépend bien sûr du système Java et du langage de programmation Java. Strict FP, là aussi c'est un modificateur qui allait vous permettre bien sûr d'organiser correctement votre déclaration, tant au niveau de la classe qu'au niveau bien sûr des arguments de cette classe-là. Alors la déclaration d'attribut maintenant cette fois-ci, avec initialisation par défaut, vous avez des modificateurs type et identificateur. Alors, les modificateurs, c'est ce qu'on a appelé public, privé, et ainsi de suite. Le type, vous connaissez, c'est les types primitifs que vous connaissez. Et le nom de votre identificateur. Par exemple, public, int, identificateur. Nous voulons déclarer une variable publique, d'accord, qui s'appelle identificateur de type int par exemple. Alors, vous pouvez avoir une déclaration avec initialisation explicite, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le modificateur ainsi que le type, et puis donner l'identificateur est égal à une certaine expression. Alors, les modificateurs maintenant, comme on l'a vu précédemment, donc il y a le public, il y a protected, private, static, final, transit qui est non persistant, volatile, c'est pour le multithreading, et encore une fois je rappelle le multithreading, c'est le fait de travailler en multitâche. Alors maintenant on passe aux règles de visibilité. Les règles de visibilité, on va les voir tout de suite, ce qu'on appelle la visibilité ou le scooping. Alors, c'est que lorsque vous identifiez ou vous déclarez par exemple une variable, comment rendre cette variable? Est-ce qu'elle sera visible au niveau de la procédure où vous l'avez déclarée, ou elle sera visible au niveau de tout le programme, et ainsi de suite. Alors, un identificateur est visible dans le bloc où il a été déclaré et dans ses sous-blocs, ni plus ni moins. L'identificateur du bloc emboîté, plus en profondeur, couvre d'autres éventuels identificateurs identiques. Voilà. Donc, en principe, nous avons terminé avec la partie théorique de ce programme-là. On va passer maintenant à une partie pratique où vous allez comprendre tous ces éléments-là. Alors, pour ceci, on va faire appel exercice. Voilà. Et on va prendre par exemple une classe qu'on vient de créer. Et on va la voir dans l'environnement JCreator. Alors, avant d'expliquer ce que je vais faire maintenant, c'est que au niveau de ce programme-là, nous allons créer une classe, mais une classe qui n'est pas exécutable. Et on va essayer de lancer cette classe au niveau d'un autre programme qui, bien sûr, va être exécuté. Pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez créer des classes et pouvoir les implémenter au niveau d'autres programmes. Et c'est l'objet c'est l'objet et c'est l'avantage que vous avez avec Java, parce que le Java c'est un programme qui est complètement orienté objet. Donc nous allons voir un petit aperçu de tout ça. Alors, création d'une nouvelle classe. Alors, pour créer une nouvelle classe,
On appelle d'abord la classe classe et nous donnons un nom à cette classe. Donc la classe s'appelle information. Et nous allons déclarer maintenant des variables qui vont appartenir à cette classe-là. Par exemple, le numéro du stagiaire, on le déclare en integer avec un static private, c'est-à-dire que ça va être statique et privé. Mais avec, bien sûr, une valeur 0 qui va prendre. Donc ça veut dire que automatiquement, le numéro du stagiaire, avec sa déclaration, on va lui imputer, bien sûr, la valeur 0. On va déclarer une variable qui s'appelle nom ou un objet nom qui sera string et protégé. Une variable note qui sera string et protégée aussi. Et une variable n révision ou numéro de révision ou note de révision si vous voulez qui sera int protected. Alors, je vais lancer bien sûr la classe information. Je vais bien sûr donner à l'objet nom la valeur Hotman-Niber par exemple. Donner une valeur vide à la note, donc tout ce qui est entre deux accolades, c'est une chaîne de caractères, mais qui reste vide. Nous allons donner le chiffre 0 à n révision, et nous allons incrémenter le numéro de stagiaire plus. Alors maintenant, nous avons le public void saisi nom, c'est pour pouvoir bien sûr donner ou affecter à la variable nom la chaîne de caractères n, et puis n révision, c'est pour l'incrémentation en compteur. La même chose maintenant pour la saisie de notes. La variable note, on va lui imputer bien sûr la note qui a été donnée à ce stagiaire-là, avec une incrémentation. Et tout à fait à la fin, bien sûr, on va faire retourner le nom du stagiaire. Alors, comme je vous ai déjà expliqué auparavant, il y a des classes ou des méthodes de classe qui doivent absolument nous rendre des informations, que ce soit des informations comme chaîne de caractères ou bien sûr des résultats de calcul et ainsi de suite. Alors, à ce niveau-là, on leur demande de nous redonner le nom du stagiaire. On va nous redonner aussi la note. Et puis, tout à fait à la fin, on va demander une partie de cette chaîne de caractères avec le nom qui a été bien sûr choisi, la note et n révision. Alors maintenant, ça c'est une classe qui a été bien sûr créée. Mais malheureusement, cette classe ne peut pas être exécutée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une méthode main qui allait pouvoir exécuter cette classe. On va le tester tout de suite. On va essayer de compiler ce programme, compile file. Voilà. Mais une fois compilé ce programme, en l'exécutant, voilà, exception in thread main java.long et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé une méthode main pour pouvoir exécuter ce programme-là. Donc c'est une classe qui a été créée, mais cette classe-là ne peut pas être exécutée. Mais maintenant, si on prend cette classe-là, et on va bien sûr l'implémenter au niveau d'un autre programme, on va voir l'exécution de ce programme-là. Alors, rappelez-vous maintenant au niveau de cette classe-là, on a donné une valeur Hotman-Niber à nom, on a donné une valeur vide à note, et on a donné une valeur à 0 à n révision. Et on va les voir apparaître sur le programme suivant. Alors, on referme ce programme, et on va ouvrir un programme qu'on appelait rubrique. Alors, c'est une classe principale du programme rubrique. Donc, je crée une nouvelle classe que j'appelle rubrique. J'ouvre la méthode main. Alors, c'est la méthode main qui va me permettre d'exécuter le programme. Contrairement à l'autre classe qu'on avait créée, c'est une classe où il n'y avait pas de méthode main, donc on n'avait pas la possibilité, bien sûr, d'exécuter le programme. Alors, système out println, donc nous utilisons la méthode println, bien sûr, de la classe système. Elle va, bien sûr, nous afficher sur écran le nom ou la chaîne de caractères ETIA. Alors, information. Alors là, je fais appel à la classe que je vous ai montrée tout à l'heure. Je fais appel à la classe et je crée une nouvelle classe. Donc S, c'est une nouvelle classe qui a été créée. Et puis je demande à ce que la classe S soit bien sûr affichée sur écran. Alors maintenant, nous sommes en train de travailler en environnement complètement orienté objet. Nous venons de créer une classe
Et cette même classe qui a été créée, nous allons l'exploiter et l'implémenter sur un autre programme. Et vous allez voir qu'elle marchera sans problème. Alors maintenant, comme je vous ai déjà expliqué, puisque Java travaille avec une machine virtuelle, donc la JVM, il faut d'abord compiler le programme et puis l'interpréter au niveau de l'environnement. Alors, la première des choses, on va compiler notre programme. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de problème au niveau de la compilation. Et on va exécuter, cette fois-ci, le programme. Donc, on va l'interpréter au niveau de notre environnement. Et vous allez voir apparaître le résultat. Etia, le nom Otman Zniber, donc vous vous rappelez de Otman Zniber. Note, parce qu'on avait imputé une chaîne de caractères qui était vide. Révision, parce qu'on avait imputé le chiffre 0 à révision. Et voilà l'affichage. Alors, Etia, c'est un affichage qui dépend du premier programme. Mais tout ce qui suit, le nom, la note et révision, c'est un affichage de la classe précédente qu'on vient de créer. Donc, vous avez assisté maintenant à une création de classe, à une implémentation de classe au niveau d'un autre programme et à l'exécution de ces deux classes-là. Alors, voilà. Cette leçon prend fin. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetio.